Les relations entre le peuple et les dirigeants sont actuellement rompues, ce qui entraîne le désordre au niveau des institutions, selon l'ancien Premier ministre Moon Jae-in aujourd'hui, après l'appel au calme du FFKM hier. La confiance n'existe plus entre le président Adonarmampian et la communauté internationale, selon Julien Radanoir, expert en relations internationales. Le remplacement anticipé de l'ambassadeur français, François Goldblatt, en est la preuve vivante. La Turquie, à 24 heures de la législative sous tension, une bombe a explosé faisant 2 morts. Ils étaient des milliers à manifester aujourd'hui dans la ville contre cet attentat. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, les relations entre le peuple et les dirigeants sont actuellement rompues, ce qui entraîne le désordre au niveau des institutions, selon l'ancien Premier ministre Moon Jae-in aujourd'hui, après l'appel au calme du FFKM hier. Il n'y a plus de relations de confiance entre les deux parties, explique-t-il, et par ailleurs des ex-détenus politiques, sous le leadership de Khuti Tessolan, se rangent aujourd'hui aux côtés du régime actuel. Reportage de Zura Kutenjin. Après les candidats aux députations, les diverses organisations et groupes politiques qui ont jailli de partout, voilà que des ex-détenus politiques rejoignent le camp du président Adonarmampian. La situation ne peut être renversée par des opérations de communication partisane d'encensement du régime selon certains politiciens. Aujourd'hui, l'ancien Premier ministre Moon Jae-in déclare qu'il n'y avait plus de relation de confiance entre le peuple et le régime, d'où la situation actuelle. Il n'a pas affirmé directement son soutien à l'une ni à l'autre partie, mais pour lui, les parlementaires ont le droit de mettre en accusation le président de la République. La profonde pauvreté de la population ainsi que l'insécurité sur toute la grande île le justifient selon ses dires. Il a ainsi posé la question si le régime actuel est toujours légitime après cette rupture entre l'exécutif et le législatif. D'autre part, le processus de la réconciliation avance dans le bon sens selon la déclaration de la FFKM hier soir. Ce dernier a appelé au calme au niveau les institutions, à savoir la présidence de la République et l'Assemblée nationale. Selon le président du Conseil chrétien des églises de Madagascar, le pasteur Lalaracine Hassan, de l'église réformée FJKM, le FFKM ne va pas entrer comme médiateur dans ce conflit. Une médiation que les députés rejettent et selon le président de l'Assemblée nationale, cela agirait indirectement comme un blocage du processus que la HCC est en train de mener à son terme. Et la confiance n'existe plus entre le président Adonarmampian et la communauté internationale, selon Julien Radanoir, expert en relations internationales. Le remplacement anticipé de l'ambassadeur français François Goldblatt en est la preuve vivante selon ses explications. Une décision politique qui laisse croire que la relation entre la France et Madagascar s'est dégradée. De fortes tensions existent maintenant entre le régime actuel, plus précisément le président de la République Adonarmampian et la communauté internationale. Selon des sources, le voyage du président pour le Japon prévu lundi prochain a été annulé. Le chef d'État ne doit sortir du territoire malgache qu'après le verdict de l'HCC, d'après les explications des sources. La semaine dernière, l'ambassadeur français François Goldblatt a été rappelé en France pour exercer d'autres fonctions. Un remplacement anticipé qui laisse croire un orage à venir. Le rappel démontre que les relations franco-malgaches se sont fortement dégradées selon Julien Radanoir, expert en relations internationales. Il y a le rappel de l'ambassadeur de la France par la France, mais il se peut également que ce soit le gouvernement malgache qui a fait partir M. Goldblatt de Madagascar. Mais dans les deux cas, le résultat est le même. C'est-à-dire que la France essaie déjà, comme la plupart de la communauté internationale, essaie déjà de trouver quelqu'un en remplacement du président actuel. Il faut essayer d'être vigilant parce qu'il y a déjà eu un événement similaire auparavant avec M. Ravalomanana et c'est au pouvoir actuel de voir ce qu'il peut faire dans tout ça. Parce que la communauté internationale dans son ensemble trouve que Madagascar n'est pas sur le droit chemin, entre guillemets, à l'heure actuelle, et qu'il faut à tout prix essayer de trouver quelqu'un d'autre.
À titre de rappel, il y a eu un acte similaire au temps du président Ravalomanana, le remplacement de Gildas Lelydek qui, dans son discours du 14 juillet 2008, a annoncé que sa présence à Madagascar est devenue indésirable. Les questions se posent, la communauté internationale a-t-elle quelque chose à voir dans les turbulences actuelles? Et les explications fournies par la CENIT sur la loi régissant la pré-campagne et la campagne étaient jugées vagues hier au cours de la réunion d'information des candidats sur la pré-campagne. Les candidats ont été exigeants pour des précisions sur ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Reportage de Oliver Anchignal. Aucune loi ne régit la pré-campagne selon le président du CENIT, Djinama Mdalai Adliv. On déduit de tout ce qui est interdit durant la pré-campagne, ce qu'il est permis durant la campagne. Il a fait remarquer que faire connaître au public qu'une telle personne sera candidat à l'élection communale consiste pas à une faute durant la période de pré-campagne. Et concernant la distribution de t-shirts par le parti HVM à Sabutsnamen, la CENIT a été claire que toute manifestation sans invitation votée pour n'est pas considérée comme de la propagande. Ceci n'est pas clair selon les candidats présents lors de la réunion d'hier. La loi régissant la campagne ainsi que l'élection n'est pas complète, ce qui engendre des appréhensions. L'indépendance de la CENIT, l'égalité des chances durant les préparatifs et l'élection du 31 juillet prochain ont animé les discussions hier au siège de la CENIT. Et sur le plan économique, aucune statistique officielle sur le nombre de guides touristiques à Madagascar. Motif, le ministère du Tourisme n'a jamais distribué des cartes professionnelles. Et de leur côté, les touristes affirment que la prudence devrait être priorisée. Reportage. Madagascar fait partie des pays connus des touristes. Durant les 3 dernières années, leur nombre atteint entre 200 000 à 250 000 par an. L'insécurité figure parmi les freins principaux de l'ouverture du tourisme international. Je sais pas, il n'y a pas de problème, il faut faire attention où on va, il ne faut pas rester tout seul, mais sinon il n'y a pas de souci, quoi. Si on est respectueux, il n'y a pas de problème. Bah, moi j'étais dans le sud-ouest, donc c'était un peu plus dangereux, mais sinon si on fait attention, il n'y a pas de problème, quoi. D'un autre côté, si les guides touristiques sont ceux qui côtoient le plus les touristes, leur effectif exact reste inconnu. D'après les informations reçues, ils sont à peu près au nombre de 5000 éparpillés dans la grande île, dont 500 font partie du FNG ou Fédération nationale des guides. L'inexistence de cartes professionnelles reste un problème à distinguer les faux des vrais guides touristiques. Jusqu'ici, les cartes professionnelles de guides touristiques ne font pas partie des projets du ministère du Tourisme. Et sur le plan social, mis à part l'affaire des Randa mortels à Ivat, des meurtres se commettent partout et tous les jours. Durant les 3 derniers mois, l'insécurité gagne de l'ampleur à Madagascar. Les simples citoyens expliquent le désordre au sein de l'armée nationale. De leur côté, les forces de l'ordre promettent le renforcement de la sécurité pour la fête nationale. Reportage. L'insécurité règne dans le pays après l'attaque à Nousbé dont a été victime un officier retraité. Une autre attaque a également eu lieu à Mpassapit mardi dernier. Un jeune de 27 ans a succombé tué par balle. L'affaire des Randa mortels à Ivat a également créé une grande polémique. Jusqu'ici, d'après les statistiques officielles de la gendarmerie d'Ivat, l'affaire Boiran a causé jusqu'ici 4 morts. Ces images montrent aussi un cas qui s'est produit à Ankats vendredi dernier. Les forces de l'ordre, de leur côté, affirment que la sécurité sera renforcée, surtout pour la fête nationale. La propagation d'armes reste un grand problème. À titre de rappel, cette situation a déjà créé une grande polémique dans le pays. Les Malgaches vivent dans la crainte. Et place aux actualités internationales, la Turquie à 24 heures de la législative. Sous tension pour la 3e fois dans cette campagne, le parti kurde a été visé par un attentat hier. Une bombe a explosé faisant 2 morts. Ils étaient des milliers à manifester aujourd'hui dans la ville contre cet attentat. France 24. Un rassemblement pour la paix, à l'endroit même où la veille, 2 bombes explosaient en plein meeting du Parti démocratique du peuple, le HDP, une formation pro-kurde. Parmi les participants, nombreux pensent savoir qui a fomenté l'attentat. On devrait enquêter sur cet incident, c'est évident. Personne n'a le pouvoir ou la détermination qu'il faut pour faire ce genre de choses à part l'État. Il y a des forces obscures qui se cachent au sommet du pouvoir. Le gouvernement peut dire qu'il condamne tout ça, mais il reste responsable, parce qu'il est le gouvernement et qu'il est de son devoir d'éviter les explosions.
Au même moment, à Ardahan, au nord-est du pays, le président turc tient son dernier meeting. Son parti, l'AKP au pouvoir, est le favori des élections. Mais pour Recep Tayyip Erdogan, l'attentat de Diyarbakir ne visait pas seulement les Kurdes de Turquie. Ce qui s'est passé vendredi ne concerne pas un parti politique en particulier. C'est un acte provocateur pour salir les élections de dimanche. C'est de la provocation. S'il franchit la barre des 10% des voix requises pour entrer au Parlement, le HDP pourrait obtenir une cinquantaine de sièges. Assez pour priver le parti du président Erdogan des 330 députés dont il a besoin pour faire réviser la Constitution. Une révision qui lui permettrait de renforcer les pouvoirs du chef de l'État. Et la Ligue des Champions qui oppose ce soir la Juventus de Turin et FC Barcelone. Chacun des deux clubs vise un triplé pour cette rencontre à Berlin. Zidane a passé 5 ans à la Juventus de Turin. Il a bien conscience du statut de favori du FC Barcelone. France 24. Moi, je suis très mauvais pronostiqueur. J'espère juste qu'on aura à faire une grande finale. Finale de Champions League, ça se voit une fois dans l'année. Moi, là où je suis content, c'est de revoir la Juventus sur la scène européenne et de la revoir dans une finale. Et même si Barcelone est favori, il faudra quand même se méfier des Italiens et de ce qu'il y aura en phase 2. Parce que la Juventus a l'habitude de jouer des grandes finales et forcément, sur un match, tout peut arriver. Et un rappel des grands points développés dans ce journal. Les relations entre le peuple et les dirigeants sont actuellement rompues, ce qui entraîne le désordre au niveau des institutions, selon l'ancien Premier ministre Mounza Rouindef aujourd'hui, après l'appel au calme du FFKM hier. Et enfin, l'indépendance de la CENIT, l'égalité des chances durant les préparatifs et l'élection du 31 juillet prochain. Ce sont ces sujets qui ont animé les discussions hier au siège de la CENIT. Et la Turquie à 24 heures de la législative sous tension. Une bombe a explosé, faisant 2 morts. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et bonne soirée sur Cool TV.